Bonjour, chers amis, partout où vous vous trouvez à travers le monde, amis d'Anglo-Congo, bonsoir à certains. Là où je me trouve, c'est déjà le matin. Il est 7 heures, bientôt 15 minutes. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2019. Peut-être c'est ta date d'anniversaire. Te disons bon anniversaire. Nous voulons seulement que tu comprennes que les années augmentent, donc tu devais aussi augmenter en puissance. Voilà, un seul sujet, situation politique actuelle. Ce qui se passe maintenant, nous avons limité dans le temps. Nous voulons parler de la situation politique actuelle. Et l'effet de quoi? Tout de suite, nous voulons dire que le gouvernement n'est pas encore sorti. Les FCC cash sont en train de négocier. Mais le pays est gouverné avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes. La situation politique actuelle est faite aussi, on ne peut pas ignorer, et c'est encore d'actualité, de l'élection d'un jeune homme dans le Sankourou, qui est devenu gouverneur, Moukoumali, qui avait pour challenger les tonitruants, ancien ministre des hydrocarbures et surtout inamovible ministre de la communication à la personne de Lambert Mende Omalanga. Mende a perdu les élections, il voulait devenir gouverneur de la province de Sankourou. Vous savez, Mende était parvenu à placer quelqu'un de son parti comme gouverneur dans le Sankourou. Nous allons y revenir. Mais lui-même a perdu. La situation politique du Congo est faite aussi de cette élection en vue, très prochaine, du président du Sénat. Cette situation divise les FCC. Vous avez d'une part Modeste Bahati Lukwebo, d'autre part Tambo Mamba, et Bahati et les siens n'étant pas contents que l'autorité morale du FCC désigne d'autorité celui qui sera le candidat pour le poste du président du Sénat. Lui et son groupe ont exprimé leur désapprobation par rapport à cette situation. Et cela a conduit que les FCC les a suspendus, exclus. Aujourd'hui, ils sont en justice. Parce que Bahati Lukwebo a saisi la justice et il maintient sa candidature. La situation politique, elle est aussi faite de ce qui se passe à l'est de la République, notamment dans les Ituri.
Mais il y a aussi, si je pourrais ajouter ça, pour moi, ce n'est pas vraiment la situation politique, mais ça fait quand même la une, la guerre de communication entre les jeunes du PPRD et les jeunes de l'UDPS et UNC. Je dis bien guerre de communication. Je vais récupérer dans la mesure du possible aussi, parce que ce n'est pas encore sorti complètement de l'actualité, la nomination du professeur Matunguru à un poste de responsabilité au niveau de la BAD, donc la Banque africaine de développement. Et je voudrais m'acquitter quand même des petits devoirs, c'est de reconnaître les gens qui se sont déjà branchés, qui m'ont salué. Il y a ma chère Fiona Koch, qui me dit bonjour de l'Afrique du Sud. Je dis bonjour. Fiona, j'espère que ton français là-bas, en Afrique du Sud, est en train de grandir. I hope so. Il y a mon frère distingué Pote Baouli Bofunda, que nous connaissons tous. Je salue. Il y a Pati Kabamba qui me dit bonjour Papa Anglo Congo. Bonjour. Mbokananga RDC, il dit bonjour et contente de vous suivre. Ah, finalement, vous êtes nombreux. Banza Emile me dit bonjour. Patrick Smovmout dit bonjour de Anglo Congo. Bon, voilà. J'ai pris un groupe représentatif de ceux qui vont saluer, ceux qui se sont déjà connectés. Je vous dis tous bonjour et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Maintenant, entrons dans notre analyse. Je disais que le gouvernement qui doit être issu des négociations entre CASH et FCC, ce gouvernement n'est pas encore sorti, ce n'est plus un secret, il y a encore quelques points de divergence, il semble, d'après une source crédible, ils ont fait une avancée, mais les points de divergence, il y en a quelques-uns qui persistent encore. On essaie de voir comment les deux leaders majeurs dans cette coalition, notamment l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel président M. Félix Tshisekedi, peuvent intervenir auprès de leur lieutenant pour essayer de faire aboutir cet accord. Je dis bien pour essayer. Et il y a eu des va-et-vient. D'après mes informations, les contacts avec certains chefs d'État continuent. Lesquels chefs d'État au niveau de la région, de la sous-région, peuvent faciliter l'avancement des négociations pour finalement avoir un gouvernement. Alors, cette situation veut dire quoi? D'abord, nous constatons que les négociations ont tiré en longueur. On a déjà un premier ministre désigné et le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, avait dit à la presse française qu'ils sont en train de négocier poste par poste. D'après la presse, on va lui envoyer une liste définitive des candidats à ministre, une liste venant du FCC, et il aura, lui, à dire un mot là-dessus pour sanctionner. Donc on comprend que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qui va occuper quel poste.
tous les problèmes est là. Cela sous-entend qu'il y a un problème des profils des gens, que le président de la République, comme il a dit dans son interview, il a un droit de regard sur qui doit être ministre. Parce que c'est lui qui conduit ce mandat de 5 ans jusqu'à ce que le souverain primaire soit encore convoqué pour aller désigner qui va conduire le pays pour les prochains mandats. Et c'est fait parce qu'il s'agit d'un mandat qui est venu des urnes, donc du souverain primaire. C'est lui qui a ces mandats venant du peuple sur l'ensemble du territoire national, ne peut pas se permettre d'avoir pour ministre n'importe qui par le simple fait que la majorité au niveau du Parlement est composée par les gens des FCC. Parce que cette majorité peut changer à n'importe quel moment. La majorité parlementaire, surtout quand elle est faite des députés issus des différents partis, quand ce n'est pas un seul parti qui a cette majorité, une telle majorité n'a jamais été stable. À tout moment, ça peut changer. Et c'est le cas de cette majorité. Le PPRD n'a pas la majorité. Le PPRD pris au singulier, pris seul, n'a pas la majorité au niveau du Parlement et du Sénat. C'est ce qui permet à Bahati de trouver là une opportunité d'essayer de tempérer les ardeurs ou la gourmandise du PPRD. C'est pour cela on avait convoqué les gens qui Ngakati pour signer un document de fidélité. Par l'autorité morale du PPRD. Plutôt de l'autorité morale du FCC. C'était en prévision de cette instabilité que nous sommes en train de vivre. Donc c'était un remède anticipatif. Encore, il faut que ce remède soit efficace dans la durée. Ils avaient anticipé. La chose la plus difficile pour les FCC, ça sera de garder tout le monde dans la bergerie. Retenez, l'exercice le plus difficile pour l'autorité morale du FCC, et même du CACH, et dans CACH, il y a IDPS, INT, c'est la gestion des ambitions, surtout au moment de partager les responsabilités. Qui aura quel portefeuille? Qui aura quel poste? C'est là où les politiciens congolais révèlent qu'il n'est pas beaucoup plus attaché à une idéologie, mais qu'il ait un poste. Et dès qu'il voit qu'il n'aura pas un poste, il est prêt à changer de position.
mais beaucoup plus du côté d'IFCC, parce que l'unité d'IFCC tenait encore quand c'est eux qui distribuaient les pouvoirs. Pour la situation actuelle, ils ne distribuent pas le pouvoir, ils sollicitent une partie du pouvoir. Et plus le temps passe, c'est mon opinion, plus le FCC est exposé à des fissures d'une information sûre, obtenue d'une source crédible. La grande fissure qui aura lieu, c'est au moment où on va désigner qui seront des ministres pour les comptes d'IFCC. Retenez ça. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons nous habituer. Parce qu'au niveau des provinces, le partage a été fait. Mais non, c'est le dernier partage. Il y aura des gens qui vont se rendre compte. Ils feront partie de la majorité, mais ils ne seront pas dans le gouvernement. Ils estimeront qu'eux, ils ont le poids politique réel sur le terrain, comme c'est le cas des Bahati, mais que la logique de la fidélité au chef peut prévaloir au détriment de la logique du poids sociologique d'un acteur politique. Les calculs il me semble, sont faits dans l'FCC en fonction de la loyauté, de la fidélité, des services rendus, des garanties que l'on donne au chef, au détriment des critères de poids sociologique. La loyauté au chef, c'est une qualité dans la politique, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la représentativité d'un acteur politique ou des partis politiques ou d'une plateforme dans la société. C'est là l'équation d'IFCC. Et retenez-les, cette majorité ne sera pas la même. Je ne dis pas qu'elle va basculer du côté des Cash ou de la Mouka. Pas forcément. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais en tout cas, il y aura des départs. Il y aura la grogne. Il y aura la contestation. Ils s'efforcent à rester unis, mais cette unité a des limites. Mais comme je l'avais dit au début, même du côté des Cash, il y aura la grogne peut-être. Est-ce qu'il y aura des parts? Ce n'est pas exclu. Mais l'ampleur, quand on regarde l'ampleur des départs et des grognes que les deux camps peuvent connaître après la publication du gouvernement, on peut dire aisément que le FCC est plus exposé, plus vulnérable à des départs de grande ampleur comparés au cash. Sortira pas, on attendait le 30 juin, le gouvernement n'est pas sorti, mais nous croyons que ce gouvernement va sortir parce que, au-delà du président Faure Gnassingbé, je l'ai dit, il y a d'autres chefs d'État africains qui ont été saisis
pour essayer de faciliter les choses de manière discrète, de faire pression sur l'un et l'autre pour qu'ils essayent de trouver un accord. Alors, dès là, nous voulons aborder la situation de la défaite de Lambert Mende au Malanga. Monsieur Lambert Mende, dans le Sankourou, il régnait en maître, en roi. Il avait une milice, dit-on, qui s'attaquait aux partisans des autres acteurs politiques en Kourou, peu importe leur bord politique. Ces jeunes gens s'attaquaient même aux leaders politiques du même bord politique que Lambert Mende, donc l'FCC, dès l'opposition aussi. Ces jeunes gens s'étaient attaqués aux prêtres. Lambert Mende, je disais, était parvenu à placer un gouverneur cadre de son parti comme gouverneur de Sankourou. Cet état des choses a fait que Lambert Mende, sans le vouloir, a monté un groupe d'acteurs politiques dans les Sankourou, et d'IFCC, et de l'Amoka, et des Cash contre lui. Donc il y a eu unanimité contre lui, et cela était prévisible. Et aujourd'hui, lors des élections, on a vu que les députés provinciaux, certains députés provinciaux d'IFCC ont voté contre lui. Bien sûr, les autres mouvements de l'opposition ont fait la même chose. Donc, ceci est une défaite très cuisante. Il a tenté d'être un candidat unique, ça n'a pas marché. Et là, nous avons un gouverneur qui n'est pas issu d'IFCC. Cet état des choses va évoluer. C'est pour cela, autant que je vous ai dit, la majorité qui est au Parlement au niveau national va changer. Je pense qu'au niveau provincial, ça va d'ailleurs prendre une vitesse supérieure. Si vous souvenez-vous de la dernière législature, il y a eu des changements de beaucoup de députés. Qu'est-ce que je dis, des gouverneurs dans les provinces. Bien que ce sont toujours ceux d'IFCC qui remplacent d'autres d'IFCC. Mais cette fois-ci, on peut assister au phénomène tel que dans les Sankourou, où l'IFCC a la majorité, mais il dépose un gouverneur d'IFCC pour le remplacer par un indépendant ou alors quelqu'un de l'opposition. Cette défaite de Lambert Mende a un impact et fait craindre que M. Alexis Tambwe ne puisse connaître la même situation au niveau du Parlement national, de l'Assemblée nationale. Mais nous n'en sommes pas encore là. Mais c'est un signe avant-coureur. Donc, voyons voir au niveau des provinces,
nous croyons qu'il y a une dynamique, en tout cas nous les croyons, qu'il y aura une nouvelle dynamique dans certaines provinces, au niveau des assemblées provinciales, qui pourront, cette dynamique pourra changer les choses. Nous pensons en tout cas que on ne va pas aller jusqu'au bout du mandat avec les gouverneurs actuels qu'on a. Alors, nous voulons aborder notre sujet, la situation de l'Ituri. Le président de la République s'y était rendu. Il avait dit que l'armée restera sur place jusqu'à ce que les fauteurs de troubles soient mis hors d'état de nuit. Moi, je dis des criminels. L'Ituri a été pacifié pendant un temps, mais on a vu une résurgence de violence, enfin une scène macabre. Une fillette a été tuée et on a vu les gens marcher avec sa tête coupée. C'est des scènes horribles. Je me dis, et ce n'est pas aussi une opération de communication? Le président de la République, parlons-en parce que c'est toujours en rapport avec ça, a fait beaucoup de voyages dans les pays voisins des pays de la sous-région. Et il est dit, c'est pour trouver des solutions au problème du Congo, renforcer la diplomatie entre la RDC et ses voisins et d'autres pays sur le continent. Et dans le cadre de ces tournées, c'est pour essayer d'impliquer les voisins de la RDC et d'autres pays africains dans la recherche de la paix à l'est de la République. Parce qu'il a dit que ce qui se passe à Ituri est aussi le résultat de l'implication de certaines forces au pays étrangers. Ce n'est un secret pour personne. Voilà. Donc, nous espérons, pendant que ces contacts diplomatiques continuent, mais on doit renforcer la capacité de l'armée et de la police et des services de renseignement au niveau de l'Ituri, mais parce que certains politiciens malins opposent les deux communautés de l'Ituri, les deux grandes communautés, les Lendu ou les Hema, nous conseillons au président de la République, si nous pouvons nous permettre, mais nous suggérons que le président de la République, comme il l'a fait quand il était sur place, il a parlé avec les leaders de ces communautés-là. Parce qu'on crée un cadre de dialogue permanent entre les leaders des communautés, ceux qui sont respectés dans les deux communautés respectives. Si on le met ensemble, on trouve un consensus. On les amène à s'engager pour collaborer pour la paix, pour sensibiliser leur population. Pendant que l'armée et la police sont en train de traquer les gens qui sont manipulés pour venir semer le deuil, il faut absolument que le gouvernement s'engage à créer un cadre de concertation, d'échange et de discussion, un cadre permanent, pas seulement ponctuel, entre les leaders de ces communautés-là. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui va consolider la paix.
et l'armée et la police vont s'occuper de restaurer l'ordre et le respect de la loi. C'est très important. J'étais même en train de réfléchir, vu la composition sociologique de la nation congolaise et tenant aussi compte de la territoriale de notre pays, mais aussi de la position géographique ou géopolitique de notre pays, qu'au niveau de la présidence, le président de la République puisse avoir un conseiller, pas un conseiller, mais un envoyé spécial ou un conseiller, si vous voulez, chargé des dialogues entre les communautés de base. C'est très important. Ça sera donc quelqu'un qui est là, qui sera l'oreille et l'œil du chef au niveau des communautés de base et avec le gouvernement pour percevoir les potentielles crises et prendre des mesures de prévention, notamment les dialogues. Donc, un dialogue anticipatif, hein, très vite, quand il y a on sent qu'une crise va arriver entre les communautés, dans le cadre du respect de la loi, bien sûr, amener des leaders à parler avant que la crise éclate, au lieu d'engager les leaders dans les dialogues, hein, alors déjà qu'il y a eu mort d'homme. Parce que quand il y a mort d'homme, on peut toujours engager les dialogues, comme je l'ai dit, mais ça devient difficile. Ça devient une tâche beaucoup plus difficile. Donc, un conseiller ou un représentant du chef de l'État qui sera son oreille pour les communautés, les dialogues entre les communautés de base, c'est-à-dire il va travailler en collaboration avec les gouvernements provinciaux, avec la police, avec l'armée, les services de renseignement, pour privilégier, parce qu'il faut créer une culture de dialogue. Il faut créer une culture de dialogue. Ainsi, on va fermer la porte à des pays étrangers et qui jouent un rôle d'opposer certaines communautés de base à certains politiciens basés à Kinshasa, qui, pour survivre politiquement dans leur milieu d'origine, doivent opposer les communautés de base. Donc voilà, je peux même aller au-delà, une sorte d'observatoire, hein, une structure qui sera là pour voir dans le pays, là où pourrait y avoir des crises. Parce que si on ne fait pas cela, avec la politisation à outrance qu'a connu ce pays pendant la période préélectorale et la période électorale, la politisation des communautés de base. Vous avez des communiqués du genre, je donne une illustration. Nous, les ressortissants de Malembankulu, nous, les ressortissants de Luozi, nous, les ressortissants des Sankourou, nous, les ressortissants je ne sais pas, des Kiri, de ça, c'est pas mauvais quand un fils ou une fille du terroir a une promotion, que les gens puissent s'en réjouir. Mais l'autre aspect, ceci lance un message auprès des politiciens de mauvaise foi de se dire, ah, ici j'ai une base, donc j'ai une allégeance facile, c'est-à-dire au lieu de parler du développement, il parle de l'appartenance ethnique ou tribale.
Et pour survivre, il faut qu'il joue cette carte-là, qu'il touche cette corde-là. Alors, s'il y a une structure au niveau, je ne sais pas, du gouvernement et de la présidence, hein, ou bien quelqu'un, donc on doit avoir une sorte d'observatoire. Parce qu'on a connu beaucoup de cas d'instrumentalisation des communautés de base, des ethnies, et on a vu cela, on a senti cela pendant les élections. Nous sommes un pays qui a connu des massacres. Nous sommes dans une sous-région, si vous prenez la République centrafricaine, vous avez les musulmans, les Séléka, je ne sais pas, les autres, si c'est Balaka. C'est un conflit à la fois qui a une sorte d'un élément religieux, mais aussi ethnique à la fois, et qui a aussi une dimension sous-régionale, parce qu'il y a des pays tels que le Tchad, qui étaient impliqués dans tout ça. C'est le cas de la RDC aussi, où on joue sur les identités de gens pour se positionner, pour exploiter les ressources, pour opposer les gens. Mais il faut qu'il y ait un mécanisme qui permet d'observer pour détecter à temps de tels phénomènes, mais aussi pour prévenir, pour qu'au finish, qu'on n'utilise pas toujours l'armée. Parce que quand on utilise la force, c'est bien, mais s'il y a confrontation, il y a toujours des victimes qui meurent. S'il y a confrontation entre des forces armées, il y a toujours d'autres victimes et d'autres dégâts collatéraux, tout ça. Alors, il y a moyen de commencer à instaurer cette culture de la paix. Et avec beaucoup de modestie, c'est une idée qui vient de moi. Impliquer dans cette structure-là, ou bien dans ces mécanismes-là, les églises ne sont pas là pour seulement, non, elles doivent contribuer à la paix. Parce que c'est des structures, c'est les rares structures où vous trouvez les gens de différentes communautés ensemble. Ça, c'est la réalité de notre pays. Nous sommes une mosaïque, nous sommes donc, et c'est une richesse. C'est une richesse dans la mesure si nous utilisons ça pour la paix. Donc, impliquer les églises, impliquer les ONG et avec notre petite expertise, nous pouvons aussi contribuer. Nous pouvons contribuer. Parce que quand vous suivez les médias sur le plan international, hier je suivais Jason Stearns. Il était interviewé par un think tank basé à Washington. Et on lui posait des questions sur la situation d'Ebola. Euh, alors, il évoquait la dimension ethnique, politico-ethnique de l'affaire. Il parlait des Nande, à Butembo. Vous comprenez que une épidémie si dangereuse comme Ebola est devenue, comme on dit en anglais, politico-football. Donc, c'est devenu quelque chose de politique qu'on exploite politiquement pour finalement tirer des dividendes politiques. C'est grave, c'est très grave. On l'a vu aussi pendant la campagne. On doit y travailler. C'était un appel. Il y a des gens qui ont accès au chef de l'État, d'autres m'ont contacté, ceux qui me suivent. Vous qui me dites, ah non, c'est un appel, c'est un message que nous lançons pour que le chef de l'État, qui, en tout cas, dans ses priorités, il a dit dans son interview, il veut d'abord créer un cadre de paix dans le pays, restaurer l'ordre et la paix. Ben, ça, c'est une contribution. Les dialogues est essentiel
entre les communautés. Parce que ces gens-là vont manipuler les gens au niveau des communautés, impliquer des chefs coutumiers, impliquer les artistes qui ont pignon sur rue. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas d'investissement. Vous l'avez entendu, M. Nouzito l'avait dit, nous allons rendre ce pays, donc il y aura des problèmes, de telle sorte que les investisseurs ne viendront pas. Mais comment? Vous avez entendu dans des meetings, en fait, c'est quelque chose qui permet aux gens de survivre politiquement. Mais cela s'est fait au détriment de la quiétude, de la tranquillité, de la paix dans le pays. Et il n'y a pas de conflit si dangereux comme conflit ethnique ou conflit religieux. C'est très nocif. Hein, aujourd'hui, nous avons des cas. Là, on vit des êtres humains, il y a toujours des problèmes. Mais, vous voyez ce qui s'est passé à Young. Les Banounous et les Batende ont vécu ensemble pendant plusieurs décennies. Donc, il y a moyen qu'on puisse prévenir cela. Sinon, bon, c'était au Kassai et c'était au Kivu. On parle des Banounous, des Batende, des Messassera, je ne sais pas qui. Il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire, on est en train d'exacerber des conflits que l'on peut résoudre, hein, par les mécanismes de dialogue. Eh bien, finalement, les gens en viennent à utiliser les armes, hein, à s'entretuer, et cela entame l'unité nationale. Parce que quand on a tué mon père, quand on a tué ton père, ou ta mère, ou ta petite sœur, ou ton enfant, ça reste dans le cœur. La communauté en souffre. Et si on ne fait pas un travail de réconciliation, on ne crée pas un climat de paix, de dialogue, la violence appelle la violence. Et il y a des pays voisins, il y a certains politiques qui n'attendent que ça pour se positionner. Ce qui s'est passé à Yumbi, et c'était pendant la période préélectorale. Quand vous regardez les fonds, c'est parce que les politiciens, hein, n'ayant pas de proposition, n'ayant pas d'offre, hein, par rapport aux vrais problèmes, hein, de la population, ils vont jouer cette carte-là pour qu'ils obtiennent l'adhésion de leurs ressortissants. Comme ça, aux élections, un Mounoulou ne peut pas voter pour un candidat Moutende, et vice-versa. C'est ça le jeu. Alors que ces deux communautés ont des défis, ont des problèmes. Des problèmes d'envoyer leurs enfants à l'école, les soins de santé, les routes. C'est des problèmes qui les concernent tous. Donc, nous avons un peu insisté là-dessus. Certains pays l'ont fait, hein, et ça a marché. C'est un travail souvent qui se fait sans bruit, hein, mais c'est un travail très efficace. Très, très efficace. Parce que ça permet aux dirigeants de diriger dans la quiétude. Chaque fois qu'on envoie des militaires comme ça, il y a un budget pour ça. Les balles qu'ils vont utiliser, tout ça, les déplacements des ministres de l'Intérieur, des chefs de l'État, des généraux qui doivent aller sur place, c'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser pour construire un dispensaire dans cette communauté. Et j'en vais pour preuve, même dans la diaspora, vous entendez les langages des gens. Les gens ne parlent plus les problèmes de développement. C'est devenu à tel et tel. Bon, maintenant, il y a quand même une petite accalmie, mais c'est des choses à la veille des élections
ou des grands enjeux, les politiciens véreux, les politiciens de mauvaise foi, exploitent cela. On devrait d'ailleurs prendre une loi. Parce que cet observatoire, par exemple, devra veiller sur les discours. Un discours haineux doit être interdit. Un leader qui ne sanctionne pas d'abord ses partisans qui tiennent un discours haineux sur base tribale ou ethnique, ce leader-là doit être sanctionné par la loi, je dis bien, ou son parti politique. Ou un leader, ces gens crient contre une communauté, une tribu ou une ethnie, lui c'était. On doit aller l'interpeller sur le plateau de TV5 pour qu'il explique que non, moi j'ai épousé ma femme dans cette communauté. Mais ça c'est personnel. Ça c'est bien, c'est pas mauvais, mais c'est personnel. C'est personnel. Alors, faisons maintenant à cette polémique, vous savez, je vais clôturer par là. Quand vous entendez quelque chose au nom de telle communauté, essayez de vérifier, vous allez voir que l'enjeu est tout autre. La chose que nous encourageons, il y a d'abord les recensements dont le président de la République, parce qu'un pays doit avoir quand même une banque de données sur sa population. Ce n'est pas des chiffres qu'on nous donne comme ça, imaginatifs. Oh, nous sommes 75 millions, nous sommes 80 millions. Avec un pays où il y a beaucoup de déplacés internes et tout ça, les frontières elles sont poreuses. Il faut qu'il y ait un recensement. Et ça, nous disons, c'est une bonne chose. Parce que cela va permettre que l'on sache il y a combien de gens dans tel coin. On manipule les données démographiques comme ça pour des raisons électoralistes. Dans les Sankourou, là, on avait gonflé le nombre de gens et la mère Mende et les autres, ils sont pour quelque chose. Ils ont les FCC pour ne pas individualiser les choses. Et la CENI. Donc, les recensements vont résoudre déjà la moitié des problèmes de l'enrôlement. On ne peut pas, même pour planifier, comment est-ce qu'on fait le budget dans ce pays? C'est des chiffres imaginés, c'est de l'imagination. Alors, venons-en maintenant à cette polémique que nous avons entre les jeunes de Cash et autres. Bon, j'en parle pour moi, ça c'est un, j'allais dire, quelque part, une mauvaise distraction. Mais si on ne prend pas ça au sérieux, et qui peut conduire à des troubles et tout ça. D'abord, il y a d'une part un certain Coco, d'autre part un monsieur c'est le leader des Bérets Rouges. Bon, ils se font une guerre de communication et dans les réseaux sociaux, ça explose et tout ça. Moi, je constate que ces jeunes ne connaissent pas les vrais enjeux. Je constate. Les négociations qui se tiennent là, contrairement à ce que disent certains commentateurs politiques ou analystes, ça dépasse leur niveau. Mais en même temps, on peut le manipuler par les uns et les autres.
Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison. De l'alliance cash-FCC. Ça dérange d'autres gens, d'autres acteurs politiques. Ils voudraient qu'il y ait des troubles. Quand je dis donc, qu'il n'y ait pas d'accord, qu'il n'y ait pas de gouvernement, et au besoin, au mieux, qu'il y ait des troubles. Parce que ça leur permet de revenir sur la scène politique. C'est un peu comme ce que je disais, des hommes politiques qui vont chauffer des populations parce que lui, il est Moutende, l'autre est Mounou, comme ça s'est passé à Yumbi, tout ça. Donc, voilà, comme on dit, des pêcheurs en eau trouble. Il n'existe que s'il y a des troubles. Donc, est-ce que l'alliance cash-FCC est une bonne alliance? Pour moi, pour dire une bonne alliance ou mauvaise, il faut qu'on voie ce que cette alliance va faire au niveau du gouvernement pour le peuple. Est-ce qu'ils vont résoudre des problèmes, soulager la misère du peuple? C'est par rapport à ça que l'on va juger si c'est une ou mauvaise alliance. Voilà. Alors, mais il y a des gens euh, qui sont, comment dire, qui n'attendent que des troubles pour en fait se relancer. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, certains l'ont dit ouvertement. Et ceux-là ne veulent pas qu'il y ait cette alliance. Cette coalition ne marche pas. Mais disons aussi qu'une telle coalition, ça, nous le devons à l'honnêteté, à la vérité, c'est un mariage d'intérêt ou un mariage forcé, pour dire les choses clairement, et qui peut se casser à tout moment. Ce mariage est faible et il est fragile. Il est même très fragile. Donc, il reviendra au, au président de la République, parce que si, par exemple, ils sont mécontents, c'est un peu comme ce qu'on a connu avec 1+4. À un moment donné, c'est Jean-Pierre Mbemba qui était mécontent, Thabo Mbeki devrait venir. À un moment donné, c'était Robert Roy, Thabo Mbeki, et ils avaient décidé de ne pas participer au gouvernement. Donc, on peut vivre de telles choses, c'est-à-dire dans l'exercice du pouvoir au sein du gouvernement, il pourrait y avoir des points de divergence et certains leaders politiques qui ont des ministres dans le gouvernement pourront demander à leurs ministres de ne pas siéger dans les conseils des ministres parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue sur tel sujet ou sur telle politique à mener pour résoudre tel problème. Ça, il faut s'attendre à cela. Et c'est là où le président de la République, le Premier ministre, devront prendre de la hauteur et ne pas afficher leur position partisane, donc pour essayer de maintenir l'unité au sein du gouvernement. Mais je peux vous garantir, partout où il y a des alliances comme ça, donc des coalitions pour gouverner, écoutez, il y a toujours des problèmes. Il faut qu'ils imaginent déjà les mécanismes de résolution de ces problèmes parce qu'ils vont se poser. Inévitablement, ils n'auront pas la même opinion sur certaines choses. Donc, il faut qu'ils créent déjà un mécanisme qui va leur permettre de se concerter. Pour dire comment fixer les choses, comment ils vont résoudre ces problèmes si jamais ces problèmes se posent. Voilà. Alors, maintenant, ces jeunes gens-là, ceux qui parlent de part et d'autre, écoutez, d'abord, leurs propos sont très irresponsables. Je suis désolé. Et je soupçonne
que les uns et les autres peuvent être aussi des mèches avec ceux qui ne veulent pas que Cash et FCC s'entendent. Quand, par exemple, ceux qui parlent d'erreurs matérielles. Mais pour que la Cour constitutionnelle puisse envisager une telle procédure, il faut qu'il y ait il faut que les candidats, un des candidats puisse saisir la Cour. Si nous devons prendre les cas précédents, on a invalidé certains députés, notamment la majorité des députés de l'opposition, qui étaient déjà validés, on les a invalidés suite à des contestations introduites par les autres candidats. Et c'est comme ça que on a dit que non, il y a eu erreur matérielle, donc on devrait revoir ces choses-là. Mais à ce que je sache, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas quelqu'un qui est allé introduire, introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour la présidence. Donc je ne dis pas que cela n'arrivera pas, mais en tout cas, ça aurait été mieux que quelqu'un aille déjà le faire. Et en plus, la question que l'on devra se poser, pourquoi on en est arrivé là? Au lieu de passer par la Cour. Non, ils auraient dû travailler pour que la Constitution soit modifiée et pour que l'ancien président de la République se représente. En tout cas, il y a un travail qui a été fait, mais ça n'a pas marché. Est-ce que ce qui les a empêchés d'atteindre cet objectif n'existe plus? Voilà. Donc, nous sommes dans une nouvelle donne politique. Celui qui ne prend pas ça en compte, ben, il va distraire les gens. Il va distraire les gens. Les choses iront, en tout cas, je pense. Oui, les gens peuvent avoir des divergences, des ambitions, mais tout le monde travaille de telle sorte, c'est en fait ça, les cadres qui soutiennent la communauté internationale. Nous devons en parler malheureusement, que non, tout doit se faire dans la paix. Le ministre des Affaires étrangères angolais, sa dernière interview sur RFI, avait dit qu'il faut que le gouvernement sorte et que les jeux politiques se fassent. Ça veut dire quoi? Les jeux politiques, c'est ce que Barrett est en train de faire là. Donc voilà, à moins qu'il y ait une question, je m'arrête là. Donc pour moi, ça c'est... Ils ne sont même pas au courant des vrais enjeux. Même certains intellectuels qui se plaisent à chercher à mettre en avant, donner une certaine importance exagérée de ces phénomènes. Un ami m'a appelé, mais quand vous appelez les gens à Kinshasa, parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à considérer ce qu'on voit dans les YouTube. Ce qu'on voit dans les YouTube, ce sont des événements sélectionnés. Mais la question que l'on doit se poser, est-ce que ça a une ampleur dans la société? Vous appelez les gens au Congo, vous dites que... Mais au niveau de YouTube, parce que c'est ce que vous voyez. C'est ce qui nourrit votre esprit. Ça prend de l'importance. C'est des jeunes gens qui parlent, chacun terré dans son... dans les QG, je ne sais pas, de son parti. Ben, allez, je prends Philippe Bayoum Bembouedi, ce machin des FCC, il est temps que l'on finisse une fois pour toutes. Oui, bon, c'est bien de dire comme ça, Philippe, mais
il faut qu'il y ait une démarche. Et, hein, et puis bon, le FCC ne va pas s'apprêter à disparaître comme ça. Il faut trouver des moyens au niveau, si je dois prendre votre logique, au niveau du Parlement, au niveau des Sénats, au niveau des assemblées provinciales. Parce qu'après tout, cette histoire de créer l'instabilité, changer des gouverneurs à tout moment, ça a un impact sur la gestion de la province. Hein. Chaque gouverneur qui vient doit amener une nouvelle équipe de gens. Cela va occasionner des dépenses, des frais d'installation. Il viendra peut-être avec une nouvelle vision. Et tout cela, ça freine un peu les développements. Nous sommes un pays qui est encore fragile, disons les institutions. Elles doivent être consolidées, pas pour fabriquer des dictateurs, mais pour créer un climat minimum de paix et de stabilité, en fait de permettre les décollages. Parce qu'il y a des vrais, il y a des vrais problèmes dans la société. Il y a des vrais problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes des routes, l'eau potable. Aujourd'hui, les Kinshasa est devenu un dépotoir des sachets. Vous entendez des jeunes gens au pu, avec des bouteilles en plastique. Ça crée un problème d'environnement très sérieux. Le fleuve Congo, c'est devenu un dépotoir de tous ces sachets, ces bidons, euh, ces bouteilles. Alors que si l'eau était potable, l'eau de la région des eaux, ben, le marché de ce qu'on nous vend là, l'eau pure, pure, hein, de toutes ces bouteilles, d'ailleurs, dont il faut dire la production est essentiellement contrôlée par des étrangers. Même l'eau, ils se font l'argent avec notre eau et des informations sur il y a des citernes. On est en train de voler l'eau de la régie des eaux. Il y a un trafic d'eau, hein, des citernes qui prennent de l'eau de la régie des eaux frauduleusement ou bien à moindre prix dans la mafia pour aller alimenter ces producteurs d'eau de toutes ces marques que vous voyez canadiennes qui n'ont rien à voir avec les Canada américaines, qui n'ont rien à voir avec l'Amérique. Ce sont des problèmes réels. Et la qualité de cette eau-là, hein, laisse à désirer. Mais voilà, on séduit les gens avec l'emballage, tout ça. Vous posez la question, la qualité a été certifiée par qui? On m'a dit, par exemple, il y a une compagnie qui fabrique de l'eau à Kinshasa. Il disait que la qualité de l'air a été certifiée par ISO, ce qui est faux. Hein. Il y a une autre compagnie dont la qualité de l'air était certifiée par une maison en Égypte. Cette maison-là n'existait pas. Mais ces expatriés sont en train de se faire l'argent avec de l'eau, alors que le Congo, nous avons de l'eau partout. Hein. Donc, ça sont des problèmes réels. Au lieu d'entrer dans les polémiques politiciennes, tout ça, ça freine les pays. Et, et croyez-moi, si nous ratons ce tournant, ça sera compliqué. Il faudra attendre encore. Là, nous avons une chance réelle. C'est pas tout à fait au maximum, mais c'est une chance que nous pouvons euh, maximiser pour que, bon, qu'il plaise à Dieu que les politiciens congolais prennent conscience. Être d'IFCC ne veut pas dire forcément être médiocre. Moi, je crois profondément que dans l'IFCC, il y a des gens qui peuvent être des agents des changements. Il revient à l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, de voir qui sont les meilleurs dans son camp, qui peuvent venir dans l'esprit de soulager la misère du peuple. Et la réconciliation est à ce prix-là. Alors,
j'encourage que les politiciens de Cash et d'IFCC apaisent leurs militants. Et s'il y a des gens qui les manipulent, en tout cas, il ne faut pas jouer ces jeux-là. J'étais en train de parler avec un couple qui disait il faut un soulèvement populaire au Congo. J'ai dit faites très attention. Faites très attention. Tous les experts, je dis bien tous les experts sérieux, disaient un soulèvement populaire au Congo peut donner lieu à n'importe quoi. L'intention est bonne. Et c'est compte tenu de la misère, de la paupérisation du peuple, que les gens en arrivent parce qu'ils sont excédés, ils en arrivent à dire, bon, écoutez, soulèvement populaire. Mais ça peut être une bombe qui va faire exploser le pays. C'est pour cela qu'on est allé à la formule du transfert pacifique du pouvoir pour éviter cette explosion. Et, Dieu merci, il y a eu transfert pacifique. C'est quelque chose que nous prenons, comme on dit en anglais, for granted, donc, comme un cadeau, mais en réalité, quand vous regardez, c'est un tournant qui a été, je dirais, obtenu avec brio. Le sous-secrétaire d'État américain, Nagy, a dit, il disait ça aux Européens, à la presse, François IV, il dit, mais écoutez, on ne savait pas au niveau de l'Occident si il y aura la paix au Congo. Et il y avait des gens qui s'étaient déjà préparés pour des affrontements, pour occuper des portions du territoire national et à partir de là, essayer de conquérir les restes du pays. Et vous savez, ça se passe comment? Bon, je ne dis pas qu'on est dans une situation parfaite, où on était dans une situation, non. Les gens avaient pris une telle position parce que ce qui se faisait était aussi révoltant. Alors, j'aborde le dernier point. La nomination du professeur Ngoulou, enfin, proposition à la nomination. Vous savez, le président de la République l'a proposé à la BAD pour occuper un poste qui revient à l'Afrique centrale. Et il a accepté, il a écrit une lettre. Et bon, ça ne ferait pas polémique s'il n'était pas un acteur politique et surtout de l'Amouka. Ça devient polémique ou bien ça a pris de l'ampleur dans l'actualité parce que c'est un leader de l'Amouka. Il est chef d'un parti politique appelé Congo Nabisso. Il était opposé au chef de l'État. Bon, là, il a accepté un poste. Bon, ça veut dire tout simplement ceci. Si on veut rester objectif, si on peut dire, bon, écoutez, vu son profil, ce poste-là lui revient. Hein, lui convient, voulais-je dire. Lui convient. Il a été ministre des Finances, c'était un professeur d'économie, il a été au FMI, voilà. Donc, il est dans son sérail. Mais comme c'est un acteur politique et leader de la Mouka, là, on s'est dit qu'il y a eu un calcul politique. Hein? Donc, le président de la République, plus comme acteur politique, hein, certainement a joué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplumé la Mouka, mais quand les gens en parlent, c'est comme s'il y a un débauchage. Bon, ce n'est pas un débauchage que les gens disent. Moi, je dis qu'il y a d'abord volonté d'y concerner lui-même. Il y a volonté. Il ne manquait pas d'autres candidats pour ces postes-là. Donc, il a eu le temps de solliciter les soutiens du président de la République et ce dernier doit avoir pris de la hauteur en se disant je suis le président de tout le monde. Donc, certainement la sélection du candidat pour le compte de l'Afrique centrale et comme c'est le taux de la RDC, on a tenu compte du profil. Et je crois que son profil
bon, convient au poste. Bon. Mais comme il est de Lamuka, peut-être que aussi, je dis bien peut-être que aussi, ça peut être considéré comme que le président de la République vient là de diminuer quelque part Lamuka. Mais la responsabilité première revient au concerné lui-même. Et surtout qu'avant cela, vous avez Moussa Nyamwisi qui est rentré et qui est rentré pour, entre autres, sensibiliser la communauté au niveau du Nord Kivu concernant ces grands défis. On n'en parle pas beaucoup. Ces dangers qui nous guettent, qui est l'épidémie d'Ebola. Heureusement, bon, j'ai suivi le numéro 1 de l'OMS mondial. Il a donné un message rassurant et d'autres experts en disant, bon, il y a eu un cas à Goma et ce patient est décédé. On craint que ça dépasse les limites, mais entre-temps, il y a des messages qui rassurent comme quoi il ne faut pas qu'on exagère. On est tenté d'y travailler. Le président de la République s'est engagé personnellement pour lutter contre l'Ebola. Je crois qu'on va mettre encore davantage de ressources qu'il faut, du personnel, mais surtout, comme on l'a dit, travailler au niveau de la base, éduquer la population. On ne doit pas politiser cette affaire d'Ebola. Disons ça, la lutte contre l'Ebola. Même si, au départ, peut-être que ça a été provoqué de manière artificielle pour des calculs politiques, mais maintenant, pour lutter contre cela, bon, il ne faut pas que les gens cherchent à en tirer les dividendes politiques. Donc, Moussa Nyamwisi, qui est un leader du coin, ça tombe bien pour lui d'aller sensibiliser la population, qu'ils arrêtent d'attaquer le personnel médical, qui déjà, c'est un sacrifice pour eux d'aller là-bas, travailler avec les malades. Il y a un médecin camerounais qui a été tué. C'est une honte. C'est une honte pour nous les Africains. Un frère africain qui vient, qui accepte, c'est vrai qu'il sera payé. Mais c'est un danger aller là-bas soigner les malades d'Ebola. Il dit, bon écoutez, si je ne le fais pas, ça va décimer des millions de gens, ça va atteindre mon pays ou d'autres pays voisins de l'Afrique. Et vous avez un médecin comme ça qu'on tue parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des dividendes politiques dans cette affaire d'Ebola. Donc, il faut que le travail au niveau des bases, des communautés de base soit fait, parce que c'est là où on va manipuler. C'est à ce niveau-là. Ok, voilà. Je suis pratiquement à la fin. Est-ce qu'il y a des commentaires? Anglo-Congo, je constate que le discours des opposants qui disaient que ça c'est José Thomas Sambo qui disait que le président a été nommé est devenu un moyen de leur suivi politique. Il revendique la victoire aux élections, mais sans pour autant le prouver. Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, chacun a le droit de dire qu'il avait gagné. Mais cela ne suffit pas. Il faut donner des preuves. Et en plus, nous constatons ceux qui... Je l'avais dit, les gens aiment des choses qui, je ne sais pas moi, qui sont spectaculaires, folkloriques. Je l'avais dit, aux États-Unis, ceux qui venaient chauffer les gens s'intéressent, mais aux États-Unis, ils avaient un discours beaucoup plus modéré en disant, ah non, la solution qu'on se mette autour d'une table, même en évitant Joseph Kabila. Et ça ne m'étonne pas que certains de ces gens auraient pris la route de Kingakati. Parce que déjà aux États-Unis, j'ai la vidéo, je le texte de ce think tank
où certains leaders de l'Amouka qui étaient en tournée là-bas ont donné comme piste de solution inviter Joseph Kabila à la table des négociations. Et lui-même et le président Félix Tshisekedi. Ça ne m'étonne pas que aujourd'hui on parle de visites secrètes, des pourparlers secrets pour voir comment on peut se mettre autour d'une table. Donc c'est une façon, c'est la logique même de ce qui s'était dit. Bon, reste à savoir est-ce que ça a été accepté. En tout cas, d'après mes informations, pas du tout. C'est une démarche qui n'a pas abouti. Voilà. Excusez-moi, je ne saurais pas tout lire, il y a beaucoup de commentaires. Il y a qui dit, c'est Martha Chaco, il dit, l'obstacle que Fatih cache font face à Tafaïlu Soki, à Komaki président, à Lingaki, à Koutana, na obstacle, c'est comme. Oui, vous avez raison, maman. J'espère, hein? Martha doit être une maman. Donc voilà, vous avez raison, c'est un peu long. Je cherche à gagner le temps. Mais je suis aussi d'avis que il faut que l'opposition soit, comme on dit, empowered. Hein, donc, qu'on lui donne sa place pour qu'elle joue son rôle, qu'on lui donne les moyens de jouer son rôle. Hein, les rôles fixés par la Constitution. Cela est de l'intérêt de la nation. Hein, par exemple, le fait qu'on a donné au professeur Matungulu un poste, je pense que ce n'est pas un moins, ça. Hein, ça, c'est pas un moins. C'est pas, il va jouer, il va représenter l'Afrique centrale là-bas, et c'est un poste, quand on regarde son profil, ça lui convient. Ça, ce n'est pas un moins. Donc, cette opposition républicaine, si réellement elle est républicaine, finalement, ça va profiter au pays. Parce que le danger, c'est quoi? S'il n'y a pas une opposition qui joue pleinement son rôle, voilà, on aura un pouvoir. Les pouvoirs donnent des vertiges. On aura un pouvoir qui va commencer à avoir des relents, de la dictature, tout ça. Ça va très vite. Hein? Donc, l'opposition peut être là pour rappeler au pouvoir certaines choses et éclairer le pouvoir pour critiquer. C'est une bonne chose que l'on critique. Que l'on critique. C'est pas une mauvaise chose. Et le président de la République a dit qu'il souhaitait que l'opposition soit organisée parce qu'elle n'est pas organisée. Et il y en a déjà. Vous savez, quand on parle de débauchage au Congo, il y a des gens on fait la démarche pour les débaucher. D'autres, on ne les débauche pas. C'est lui-même qui vient se proposer à la débauche. Au débauchage, si je peux, excusez-moi, pas débauche, mais au débauchage. Donc, j'en ai vu, hein, je vois déjà certains, je connais certains qui, en coulisses, sont en train de chercher à se faire débaucher. Ils se proposent eux-mêmes. Ils font des efforts, pas pour, mais au lieu qu'on vienne vers eux, c'est eux qui font des efforts. Hein? Alors, on a déjà vu cela, ça a commencé, je peux vous garantir, mais je ne peux pas citer de nom. Restez dans l'opposition. Faites l'opposition. Victor Dio, il dit, le mécanisme de suivi de l'accord cadre avec Ibalanki, bien qu'ayant une connotation régionale, fait aussi ce travail, je pense. Ah oui, vous avez raison, mais je crois que l'ampleur du travail, c'est vrai que le coordonnateur national pour le suivi des accords d'Addis Abeba, en l'occurrence M. Claude Ibalanki, oui, Claude Ibalanki,
il fait un travail remarquable jusque-là, mais c'est beaucoup plus sur le plan régional. Beaucoup plus. C'est vrai qu'il a rencontré certaines guerres, notamment, et d'ailleurs, il faut lui jeter des fleurs, avant que n'éclatent les conflits à Ituri. Il est allé même en prison, rencontrer certains seigneurs de guerre de ces coins-là. C'est bien, mais ici, je parle d'une structure, hein, qui ne dépend pas des accords d'Addis Abeba. C'est une structure permanente. C'est une structure permanente. Le travail de Claude Balanki dans le cadre des accords d'Addis Abeba va au-delà du pays. Entre autres, ça implique aussi les pays étrangers. Mais ici, c'est vraiment au niveau de la base. Hein, communauté de base, on crée une structure et de cette structure, on crée une dynamique et le gouvernement s'y investit, hein, choisit les gens, et met les moyens. Je crois que de manière permanente, on gagnera en efficacité que de ce que fait M. Ibalanki, c'est bien, mais son champ de travail est beaucoup plus large. Si bien que les efforts qu'il fait ne peuvent pas bien se ressentir au niveau des communautés de base. Voilà. Merci beaucoup, Victor Dioro, d'avoir souligné cela. Philippe Bayomé, bon, j'avais déjà répondu à Philippe. Bon, il n'y a que des salutations maintenant. Hein. En tout cas, il n'y a plus des commentaires. Philippe de Concession, est-ce Cash soutient-il la candidature d'Alexis Thambwe Mwamba? Ah, question très pertinente. Bon, merci d'abord Philippe. Jusque-là, je n'ai pas entendu du côté de Cash une objection par rapport à cette candidature. L'opposition est venue d'IFCC même. C'est très pertinent comme question. Je constate que Cash est silencieux sur la candidature des Thambwe Mwamba au niveau du Sénat. Mais c'est au sein même d'IFCC où l'on conteste. Enfin, disons jusqu'à ce que Bahati et les autres soient exclus, c'était au sein d'IFCC. Alors, Cash s'est réservé parce que c'est un problème interne. Et puis, Cash ne peut, je ne sais pas, ne peut pas dire non. Parce que Thambwe Mwamba n'est pas encore président du Sénat. Ils ont droit de présenter un candidat. Tout comme Cash a le droit de présenter un candidat. Mais je constate que Cash n'a pas présenté un candidat et ne dit rien à ce propos. Mais au sein de l'IFCC, est-ce que Bahati agit sous influence d'une autre force qui n'est pas au sein de l'IFCC? Eh bien, on peut le croire, mais jusque-là, on n'a pas encore de preuves. Les temps nous les dira. En politique, beaucoup de choses se font en cachette. Nous le saurons. Mais la rupture, elle est réelle, hein, donc sur ce point-là. Laurent Lolom Mbombo est dit bonjour Ndeko Anglo-Congo, je me réjouis de participer à ce live. Soyez bénis, chers frères. Pourquoi Fayulu ne peut-il pas contenter de faire son opposition, mais envoie les gens chercher à lui décrocher un rendez-vous les choses de l'État après toutes les injures. Selon vous,
On fait de la mouka, font de l'opposition par conviction ou par frustration. Bon, merci. D'abord, je n'ai pas l'information qu'il a envoyé des gens pour rencontrer les chefs de l'État, mais un document avait circulé où il avait fait une proposition. Des choses différentes. Est-ce qu'il a refusé de faire l'opposition? Oui, dans les discours, mais dans les... il dit, parfois, il se dit qu'il n'est pas opposant, mais toujours dans ce discours, on sent un discours d'un opposant. Il n'y en a quel opposant, radical ou républicain, ça c'est une autre question. Donc, il renie de ne pas être opposant, mais dans ses actes et discours, on voit opposant. Alors voilà. Est-ce qu'ils ont la conviction? Hein, c'est de la mouka. Il faut l'opposition par conviction. Le temps nous le dira. Le temps. Le temps nous le dira. Nous saurons ceux qui sont opposants par conviction. Eh bien, le temps va révéler cela. Maintenant, là, bon, on peut dire oui ou non, mais je suis base de quoi? Foumbassa nous dit quoi? Cache à 3 sénateurs plutôt. Ok. Bon, merci beaucoup. Pour nous autres qui croyons que dans tout ce qui arrive, Dieu a sa part, l'homme a sa part, et le monde spirituel, nous vous recommandons de prier. Beaucoup prier pour le pays, et surtout de prier pour la paix, de prier que ceux qui prennent les décisions qui ont un impact sur nos vies, sur la destinée de nos enfants, Dieu leur donne la sagesse. Pour que tout ce qu'ils vont faire, ce soit dans l'intérêt du peuple, que le peuple trouve sa part. Alors, je vous aime bien. Nous prenons rendez-vous pour demain ou après-demain, tout dépendra de l'actualité qui sera à ce moment-là. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous avons fait 52 minutes. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki sana. Donc, God bless you. On se voit prochainement. Bye bye.